d'une année à un niveau d'éducation donné devrait normalement être égal au surcroît de salaire en termes espérés, en valeur nette présente, comme on dit, hein, que vous pourriez obtenir avec une année de plus. Et c'est ça Mincer. Mincer dit que je suis dans un monde comme ça, et donc je sais qu'est-ce que l'année de salaire, à ce niveau de qualification, ce que les gens perdent d'années de salaire, c'est l'équivalent de ce qu'ils auraient pu obtenir. Et du coup, mais évidemment, ça répandu sur toutes les années où ils auraient travaillé après au salaire plus élevé. Et comme ça, je peux mesurer le surcroît de capital humain. Vous voyez comment ça marche? D'accord? Alors, sous l'hypothèse que l'individu est indifférent à la marge entre une année supplémentaire d'éducation et accepter un travail tout de suite au niveau de qualification déjà atteint, on peut comme ça évaluer l'augmentation de salaire qu'on pourrait obtenir avec une année d'éducation plus pour chaque niveau d'éducation. Voyez? Alors, par exemple, autrement dit, alors ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est cette notion importante qu'il faut que vous appreniez. Il y a le coût de quelque chose, mais il y a le coût d'opportunité. Qu'est-ce que c'est qu'un coût d'opportunité? C'est le manque à gagner de ne pas faire autre chose. Vous voyez? Ça, c'est le coût d'opportunité. Vous voyez, le coût d'opportunité d'aller au cinéma, c'est peut-être que j'aurais pu travailler et gagner de temps au lieu d'aller au cinéma. Peut-être le billet du cinéma m'a coûté 10 euros, mais peut-être que je pouvais gagner 100 euros en allant travailler au lieu d'aller au cinéma. Donc le coût d'opportunité, c'est 110. C'est les 10 euros que j'ai payés au cinéma, plus les 100 que je n'ai pas gagnés en allant. Hein, c'est très important cette notion de coût d'opportunité. Voilà. En économie, c'est très important. Mesurer comme ça. Souvent, les gens ne raisonnent pas comme ça. Par exemple, les taxis, s'ils raisonnaient en termes de coût d'opportunité, eh bien, ils auraient réagi différemment aux propositions de la commission Attali, par exemple. Je sans vouloir dire que c'était tout génial. Quand on leur disait 2 licences contre une licence, il fallait qu'ils se disent, si on n'accepte pas ça, on va se faire encore beaucoup plus, on perdra beaucoup plus tard. Et ils ont raisonné en termes de coût et pas en termes de coût d'opportunité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas évalué qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas, quoi. Vous voyez, c'est très important de raisonner en termes de coût d'opportunité. Voilà. Donc, le coût d'opportunité de l'année d'études supplémentaires est égal à la perte de revenus salarial si on retarde d'un an l'entrée sur le marché du travail. Si les individus arbitrent correctement, cette perte de salaire doit être exactement égale au surcroît de salaire obtenu grâce à l'année d'études supplémentaires. D'accord? Alors là, on voit, vous voyez, on représente là comment ça marche. C'est-à-dire qu'on voit l'augmentation de salaire, vous voyez, quand on est, ça c'est le primaire, ça c'est le secondaire et ça c'est le tertiaire. Alors, vous voyez, le primaire, passant de pas du tout d'éducation, on augmente très vite son salaire avec chaque année de primaire en plus, parce qu'on apprend à lire, à compter, le truc de base. Et puis après, un petit peu moins secondaire, un petit peu moins. Mais enfin, c'est quand même fort. Mais c'est intéressant qu'en général, on a ces pentes comme ça, vous voyez, qui sont un peu moins. Donc, chaque année de primaire en plus, c'est beaucoup plus, quoi. Et puis, secondaire, c'est plus, mais un peu moins. Et puis après, voilà. Et on peut mesurer comme ça. Par exemple, avec ça, vous savez que ça, la valeur de cette... La valeur de ça, c'est 1,1.34, la première pente, et la deuxième, c'est 1,101. Donc, si on sait ça, on dit, voilà, de 0 à 4 ans, chaque année en plus, c'est 1,3 fois ce que j'avais avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, c'est seulement 1,1. Alors, on dit maintenant, supposons qu'il y ait quelqu'un qui a fait 5 années d'études, vous voyez, par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études, il a, disons, 1. Mais on le normalise, on met son salaire au niveau 1. Et on dit quel serait le salaire de quelqu'un qui a fait 5 ans d'études. Alors, comment je calcule? Quel est le surcroît de capital humain? Eh bien, je sais qu'il a 1,134 à la puissance 4, puisqu'il a fait 4... Hein, il a composé. J'ai une année plus... Et une année sur une année sur une année sur une année. Hein, et puis, il a fait en plus une année de secondaire. Donc, en gros, il arrive à 1,82. Ce qui est récompensé par ce qui récompense le travail à l'état pur, le raw labor, c'est 1. Donc, le total, c'est 1,82. Sur les 1,82, c'est 1 de raw labor et 0,82, ça a été son capital humain accumulé. Et donc, on dit quel est son capital humain? Eh bien, son capital humain, c'est 0,82 divisé par le total, c'est 45%. Donc ce monsieur qui a fait 5 ans d'études, eh bien 45% de son salaire est attribuable au capital humain et 55% est attribuable à sa force physique de travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on calcule, avec la méthode mincérienne, hein, le capital humain. Je ne veux pas vous embêter avec ça. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder, on peut comparer entre les deux figures qui viennent, entre les pays développés et les pays pas développés. Et là, je regarde le pourcentage de force. D'abord, il y a des gens qui sont totalement illettrés. Tous les gens qui sont là n'ont jamais fait plus qu'une année. Ensuite, il y a les gens qui ont fait
Vous voyez, ensuite, les gens font 1 année, 2 années, 3 années. Et vous voyez, ça, c'est le pourcentage de la force de travail. Donc, il y a une grosse partie. Ça, c'est pour les pays développés, les pays en voie de développement. Donc, les pays en voie de développement, il y a beaucoup de gens qui touchent 1. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont fait juste 1 année de primaire, 2 années, etc. Et il y en a très, très peu qui ont été au-delà de 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, et on voit comme ça l'échelle, et on voit comme ça qu'est-ce qui se répartit. Ça, c'est le paiement total à la force de travail pure, et tout ça, c'est du capital humain quand vous agrégez entre tous les individus. Ça, c'est pour un pays en développement. Le pays développé, vous voyez que ça va dans... Vous voyez, c'est la même chose, mais ça se déporte vers la gauche. C'est-à-dire que pour le pays développé, vous avez pratiquement personne qui n'a pas fait d'éducation primaire, et l'escalier commence bien avant. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a une beaucoup plus grosse fraction de gens, en fait, dans les pays développés, c'est 65% qui payent le capital humain contre 35% qui payent le raw labor, tandis que dans les pays en développement, c'est 49% qui est en capital humain et 51% qui est en raw labor. Et vous voyez un petit peu comment on distingue les pays développés et les pays moins développés. C'est le plus dur qu'on fera, je crois, dans tout ce cours. Je suis désolé, hein, j'ai été affreux, là, aujourd'hui. Vous avez dit, on ne revient plus, là. On n'en peut plus, là. Voilà. Alors je vous promets que maintenant, tout est très simple, d'accord? J'aurai peut-être un tableau. Donc, la chose importante, c'est qu'on mesure le capital humain comme ça par les salaires. Alors, évidemment, on peut dire, est-ce que c'est une approche valide? Et pour qu'elle soit valide, il faut d'abord qu'on soit dans un monde de concurrence parfaite, c'est-à-dire où les gens vraiment choisissent, sont indifférents et leur choix et ce qu'ils font ne détermine pas les prix. Les prix sont donnés. Quelque part, on est dans un monde où les prix sont donnés indépendamment de moi, et moi, ce que je décide de faire n'influe pas sur les prix et les salaires. Donc c'est un monde concurrentiel. Mais vous savez qu'il y a des fois des gens, dans des circonstances, je suis le seul employé. Dans ce cas-là, j'influence ce qui se passe. Le fait d'aller ou pas sur le marché influence le prix. Donc là, on est dans un monde où les individus n'influencent pas. Bon, c'est des mondes de concurrence parfaite, ce qui n'existe pas, bien évidemment. On est souvent dans des situations de marchandage, notamment dans des situations où il y a des employeurs, un syndicat d'employeurs, un syndicat d'employés. On est typiquement en situation, ce qu'on appelle de monopole bilatéral. On n'est pas en situation de marché concurrentiel. Donc déjà, c'est un monde irréaliste, déjà, quelque part. D'accord ? Et puis, par ailleurs, il y a un problème beaucoup plus important, qui est le suivant. Est-ce qu'une année supplémentaire d'études supplémentaires, ça reflète plus de formation ou ça reflète le talent de l'individu? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens plus ou moins talentueux, ou il y a des gens plus ou moins doués, d'accord? Quelqu'un de plus doué, l'école, elle fait 2 choses. L'école, et ça c'est un truc très important, l'école, elle a 2 fonctions au moins. Une, c'est de formation, et l'autre, c'est de sélection. Donc, si vous voulez, l'école sélectionne. Alors, il se peut très bien qu'on soit dans un monde où simplement on voit qu'il y a des gens plus doués, comme ils sont bons, on les garde plus longtemps. Mais le fait qu'ils gagnent plus, ce n'est pas parce qu'ils ont appris quoi que ce soit, c'est simplement parce que le fait qu'ils soient bons font qu'ils vont faire de meilleurs travaux et qu'en même temps, ils restent plus longtemps à l'école. Comment on peut être sûr que ce n'est pas ça simplement qui est reflété, plutôt que vraiment une formation qui est reçue? Et donc ça, c'est une des difficultés de l'approche minsérienne, c'est qu'elle peut pas vraiment, elle suppose qu'il n'y a pas vraiment l'élément sélection, d'accord, qui est très important. Vous voyez? Donc ça, c'est la deuxième chose. L'autre, dans l'école, forme et sélectionne tout à la fois. Vous voyez? Donc ça, c'est un des problèmes avec l'approche minsérienne. Et l'autre, ce qui me paraît le plus grave avec l'approche minsérienne, c'est qu'elle ne prend pas en compte les externalités générées par l'éducation. Par exemple, quand vous décidez d'aller sur le marché à l'école, c'est bon pour votre salaire, mais c'est bon aussi pour les gens qui sont avec vous. Vous allez apporter du savoir aux gens avec qui vous travaillez. Vous voyez, quand vous travaillez avec des gens, vous interagissez, beaucoup de gens apprennent à travers les autres sur le lieu de travail. En fait, on apprend un peu à l'école, mais on apprend beaucoup sur le lieu de travail en interagissant avec des gens qui en savent plus que vous, qui vous apprennent leur savoir-faire, leur connaissance, etc. Donc ça, l'approche minsérienne, elle ne prend pas ça en compte du tout. D'accord? Deuxièmement, il y a l'externalité entre les parents et les enfants. On sait, il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que beaucoup de l'éducation, ça passe par les parents. En fait, on sait que le savoir parental, c'est très important. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis très opposé personnellement au fait que ce soit les parents qui choisissent les écoles trop tôt, parce que les parents qui sont cultivés, ils savent très bien où mettre leurs enfants, et les parents qui ont un faible niveau d'éducation n'ont aucune idée de comment mettre leurs enfants. Ils peuvent choisir que là, on fait telle matière qui les amuse, etc. Et par exemple, la Suède, qui avait un système très comme la Finlande, a décidé de mettre le libre choix par les parents des écoles, et les résultats sur le PISA ont été catastrophiques. Parce qu'évidemment, les gens de milieux éduqués savaient très bien où mettre leurs enfants,
et les autres n'avaient aucune idée où mettre leurs enfants. Et donc en fait, d'une manière plus générale, c'est très important. Par exemple, les savoirs, moi c'est pour ça que je suis très personnellement conservateur en termes de savoir appris à l'école, parce que si j'apprends à un enfant en 5e qui ne sait pas lire, écrire et compter convenablement le développement durable, qui est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, ça, c'est très bien quand on est une famille aisée, parce que les maths et le calcul et l'orthographe, on peut faire ça avec papa, maman, mais dans des milieux défavorisés, eh bien, ils ne feront pas ça à l'école. Voyez, donc c'est très important d'inculquer les savoirs de base à tout le monde, parce que c'est là que se forme l'inégalité avant tout. Donc l'externalité intergénérationnelle, il y a eu beaucoup d'études qui montrent que l'importance de l'éducation des parents dans la performance des enfants. Et en fait, la France est un des pays où la performance, je crois que c'est le pays de l'OCDE, où la performance des enfants en PISA est le plus corrélé avec le milieu social d'où vient l'enfant. Donc c'est quelque chose d'important, les externalités intergénérationnelles. Et enfin, il y a les externalités auxquelles je pense beaucoup, c'est qui sont à travers l'innovation et le progrès technique. C'est exactement ce qu'on va y arriver tout à l'heure. C'est de dire, eh bien, quand j'ai un niveau d'éducation plus élevé, ça va contribuer à la vitesse d'innovation dans le pays. Et évidemment, chaque nouvelle innovation, c'est du savoir qui est transmis aux générations futures. Les chercheurs futurs vont s'appuyer, puisque vous savez, quand vous faites une innovation, vous faites un brevet, et dans le brevet, vous devez disclose, vous devez dire ce qu'il y a dans le brevet. Et ça, c'est du savoir qui est disponible pour tout le monde, en principe. Et donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui n'est pas internalisé. Et c'est très important, cette histoire d'externalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont utilisé l'approche minsérienne, c'est pour ça que je vous ai embêté avec l'approche minsérienne, et qui ont été racontés des bêtises, et qui ont été même dangereux parce qu'ils ont donné des mauvais conseils à des pays. Vous voyez, c'est surtout, vous voyez, moi je disais beaucoup comme John Robinson, pourquoi je suis économiste? C'est pour vous mettre en garde contre les économistes. Moi d'abord, évidemment, hein. Soyez toujours méfiants à mon égard, mais vous mettre en garde contre tous les économistes. Et l'idée, c'est la suivante. Que font Osman Rodrigue Velasco? Ce sont des gens très, très sympathiques. Très sympa. Lui, du Venezuela. Danny Rodrigue, il est turco-américain. Et Velasco, il est chilien. Il a été ministre des Finances de Michel Bachelet. C'est des gens très, très sympas et tout et tout. Bon, ils ont fait un truc qui s'appelle diagnostic de croissance. Donc d'abord, ils ont dit, je vous en avais un petit peu parlé ils ont dit d'abord le Washington Consensus. Vous vous souvenez quand j'avais parlé du consensus de Washington? Ils ont dit d'abord une remarque très juste qui était de dire on ne peut pas simplement dire privatiser, libéraliser et stabiliser. Il y a des pays différents. On voit que les pays d'Asie ont eu des taux de croissance élevés sans exactement suivre les recommandations du consensus de Washington. Ça, so far, so good, comme on dit en anglais. Mais alors après, ils sont allés donner des conseils. Ils ont dit, ben voilà, pour savoir quels conseils donner à tel pays en matière de politique de croissance, je vais essayer de voir quelles sont les contraintes sur la croissance. Quelles sont les choses qui sont les plus grandes contraintes à la croissance? Et là, c'est là qu'ils ont fait l'erreur. Ils ont dit, voilà, pour savoir si l'éducation est une contrainte à la croissance, je vais essayer de calculer le revenu minsérien, le surcroît de salaire d'une année de plus d'études. Donc, par exemple, ils vont en Afrique du Sud, et je me suis trouvé exactement de ce cas avec eux. On était en Afrique du Sud en 2007-2008. C'est une catastrophe, l'Afrique du Sud, l'éducation est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est 12 ans d'études à ne rien faire. Personne ne surveille la qualité de l'éducation. La plupart des gens sortent de là, ils ne savent rien, ils se retrouvent au chômage. Bon, c'est catastrophique. Mais vous allez là-bas, et ils ont dit, ah mais non, on regarde le rendement d'une année d'études supplémentaire, et on voit que c'est très bas. Donc, l'éducation ne peut pas être une contrainte. Mais c'est tout à fait possible aussi que c'est parce qu'il n'y a pas d'activité d'entrepreneur, il n'y a pas d'entreprise, mais il n'y a pas d'entreprise justement parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et vous voyez le côté que l'offre et la demande agissent ensemble, évidemment, ne rentrent pas là-dedans. Ils ne se disent pas, si je mets plus d'éducation en Afrique du Sud, ça va attirer des entreprises, ça va créer de l'activité, et donc ça va générer la demande pour le travail qualifié automatiquement. Et donc ça fera tourner la machine. Donc c'est ce raisonnement, ils n'ont pas vu d'abord le côté offre et le côté demande sont liés, et deux, qu'il faut raisonner en dynamique. Il faut regarder la croissance générée. Et eux, ils auraient donné en termes statiques par les prix. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont dit, si je suis dans une situation où une année de plus d'éducation me donnerait... Un autre exemple, en France, la France, on va revenir là tout à l'heure, elle dépense 8 000 €, maintenant c'est peut-être 10 000, mais disons jusqu'au grand emprunt, la France dépendait 8 000 € par an par étudiant. Les États-Unis, c'est 36 000 ou 35 000, on va voir les chiffres exacts. Les pays scandinaves, c'est 24 000. Alors on peut dire, bon voilà, donc c'est évident, la France crie pour de l'éducation supérieure, d'autant que c'est l'innovation maintenant qui est important. Eh bien, si vous regardiez le revenu minsérien, une année, le surcroît de salaire espéré dû à une année de plus,
vous verriez que c'est inférieur à ailleurs. Donc si vous raisonniez en termes minsériens, vous direz, ben voilà, l'éducation supérieure n'est pas une contrainte sur la croissance. Et donc j'ai pas